à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le renouveau du top crypto des membres. C'était la vidéo d'hier, je vous inviterai à aller la regarder si vous l'avez loupé, disponible sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. D'ailleurs, on va parler de Bitcoin aujourd'hui, on va parler un petit peu de wake-off, de distribution, d'accumulation, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se trouve. Je répondrai à une question d'un membre, Lorenzo. C'est très pertinent ce que tu nous as posé comme question dans la vidéo d'hier. On va parler de tout ça. Je vais parler aussi d'IPO parce qu'il y a plein de choses qu'on attendait en 2022 finalement qui ne s'est pas passé. On parlera de Reddit, Discord, Stripe, TikTok, Starlink également. Je pense que c'est super intéressant. Et une magnifique news qui est parue en fin de soirée, c'était hier concernant Ethereum. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation ici qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Le lien sera dans la description et vous allez dans l'onglet documentation au niveau du forum sur le Discord. Vous le retrouverez juste ici, vous pouvez la télécharger. Elle a été téléchargée plus de 12 000 fois et je vous en remercie. On va parler Bitcoin très rapidement. Il y a Sig qui nous a proposé quelque chose tout à l'heure, me semble-t-il, ou peut-être hier en fin de journée. Bon, est-ce qu'on peut challenger son graphique par rapport à des patterns, une forme de distribution, UP Trust, un automatic sell-off juste ici par rapport à une attaque au niveau des cryptos qui sont considérés comme des securities, et puis derrière on repart chercher une forme d'UT, pour ceux qui utilisent Wake-Off. Moi je vois pas du TAD, je vois plutôt un UT, et s'il n'y a pas du TAD, et si ce n'est pas du TAD, il y a aussi un LPSI, on va LPSY, pardon, le LPSI qu'on va parler juste après. On est actuellement sur résistance et on a tendance à anticiper. Et c'est pas complètement fou, il faut bien évidemment anticiper les choses pour maximiser son gain ou optimiser son risque-récompense. Mais dans ce cas de figure-là, j'attendrai exactement ceci, personnellement, qu'on vienne casser, qu'on vienne accepter, tout simplement. Donc l'émotion, la confirmation, l'acceptation par une bougie. Donc on attendra l'accélération pour aller chercher tous les déséquilibres, les gaps CME et tout ce que vous voulez derrière, bien évidemment. Mais pour l'instant, je ne le vois pas. On ne peut que l'anticiper. Et la pire chose à faire sur les marchés financiers, c'est des anticipations sur des petites time frames. Tout simplement. Donc faites très attention à ça. Si vous êtes plutôt trader, évitez les anticipations. C'est la meilleure chose pour se faire rect en réalité ou se faire prendre son stop. Donc je vais challenger finalement ce petit graphique. Il m'a répondu mais j'ai pas eu le temps de le regarder tout à l'heure. Pour moi on est peut-être encore dans une phase d'accumulation de wake-off. Ici avec un PS. Après derrière vous allez chercher le SC, un R, un ST. La phase B avec un ST pour aller rechercher juste ici. Mais malheureusement on n'est pas allé chercher en fait un peu plus haut que la R. Enfin d'ailleurs si on est allé récupérer un peu plus haut que la R juste ici. Derrière la phase ST on vient rechercher mais quasiment au niveau de la R juste là. Finalement, il y a eu un petit problème avec notre ami, c'est pas d'ailleurs pas notre ami Sam McField, qui nous a pas en fait poussé pour aller chercher le haut finalement de ce canal ici, de ce range. D'ailleurs, on va faire le Springs, on refait le test, juste ici on fait le test, le LPS juste ici, puis derrière on va chercher un SOS, puis un BULPS, et puis maintenant qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On fait une espèce de triangle de contraction, et généralement les résolutions d'accumulation sont des arrachements haussiers. Ça, c'est la première version. Deuxième version, c'est toujours la même chose. Si vous voulez chercher une forme ici de distribution sur une toute petite pattern que personnellement on peut entrevoir, comprendre, déduire si vous voulez, et à ce moment-là, il y a toujours la même chose. Soit vous avez un UTAD, donc on devrait aller chercher au-dessus des précédents high, et derrière une possible réintégration, soit aller chercher un LPSI avec une zone de rechargement de vente logique, et après derrière, en fait, aller chercher l'accélération baissière. En somme, si on est dans ce cas de figure-là, il faut bien comprendre quelque chose. À quel moment Hermès, tu te dis qu'on est plutôt dans une accumulation et on va partir to the moon, ou aller chercher des niveaux clés plus hauts, donc les 33 000 $, 36 000 $, 40 000, 44 000, 55 000 $. C'est extrêmement simple. Wyckoff travaille toujours de la même manière. En fait, il attaque les réintégrations. C'est ça, en fait, comment on fait pour se faire invalider, pour savoir si on est plutôt dans une réaccumulation, une accumulation, une distribution, une redistribution. Ce sont toujours, en fait, pris par des réintégrations. En somme, si on va chercher un UTAD, ce qu'on peut jouer, en fait, un UTAD ici sur un haut de range, si vous avez une réintégration, en effet, c'est pour aller chercher plus bas. Sauf que là, je suis dans un état de marché, c'est comme ça que je le traduis, finalement, c'est très personnel, mais qu'on a probablement raison un tout petit peu trop tôt pour aller chercher les lots, jusqu'à preuve du contraire, ou aller chercher la liquidité. C'est exactement ce qui s'est passé précédemment. Ici, on était peut-être un tout petit peu trop motivé et un tout petit peu trop pressé d'aller chercher la liquidité. La liquidité qui se trouve où ? Sur Decentrader. On le voit exactement ici sur les maps de liquidité. C'est de l'estimation, mais on sait qu'il y avait des liquidités au-dessus des 32 000, 33 000, 44 000 $ qui pouvaient nous télescoper sur les 36 000. Finalement, peut-être que beaucoup l'ont surjoué,
trop joué, en mettant des leviers peut-être un tout petit peu trop serrés, et on a eu un décalage au niveau du prix. Comprenez-le aussi comme suit. Vous voyez cette bougie-là, c'est pas une bougie anodine. Il n'y a pas eu vraiment en fait d'événements, il n'y a pas eu vraiment de news par rapport à cette bougie-là. On peut penser que ce sont des mineurs, parce qu'on a eu au niveau du H-Ribon le buy, donc le buy ça veut dire la capitulation des mineurs. Ça peut être un gros portefeuille qui a sell-off, ça peut être toute autre chose, si vous voulez. Mais en fait, vous comprenez bien qu'un décrochage de près de 10%, après on arrivait dans un bas de range, donc c'est bien racheté et c'est plutôt rassurant, si vous voulez, ça a été fait en fait avec très peu de liquidité. Et en fait, on peut télescoper et décrocher le prix avec très peu de Bitcoin sur une forte attaque baissière. Il ne faut pas beaucoup en fait d'argent pour faire baisser le cours. Mais à l'opposé, il ne faut pas beaucoup d'argent non plus pour faire monter le cours. Et on se retrouve dans des situations de marché qui sont très bien connues, c'est qu'on a tendance à vendre les bas et à acheter les hauts. Le pire truc à faire. C'est le pire truc à faire. Honnêtement, tant qu'on sera en fait en bas de range avec un sentiment baissier, ça ne pourra pas baisser. Tant qu'on sera haussier en haut de range, ça ne pourra malheureusement probablement pas monter. Il faut en fait que si on commence à faire un LPSI ici ou voire un UTAD, si on veut que ça monte, il faut qu'on soit super baissier. Il faut qu'on soit certain et convaincu que en fait c'est juste pour tous nous piéger et pour aller beaucoup plus bas. Donc je veux du short à gogo. Une news nous permettrait en fait de nous décoller et de nous télescoper le prix sur des objectifs de prix plus élevés. C'est exactement la même chose plus bas. Ici, il faut être certain qu'on est dans une forme d'accumulation et que ça ne peut pas aller plus bas. Il faut qu'on soit certain que ça ne peut pas aller plus bas pour qu'on vienne se décrocher la mâchoire et qu'on aille plus bas. Une news catalysante confirmerait et accélérera le mouvement, l'amplitude de mouvement, si vous voulez. C'est exactement ce qui s'était passé ici. On accélère et on donne l'amplitude du mouvement. Ici, on était persuadé que ça allait aller plus bas. Boum, on fait des nouveaux plus hauts, des nouveaux highs. Vous comprenez en fait sur cette psychologie. Et il n'y a pas besoin en fait d'aller voir sur Twitter, il n'y a pas besoin d'aller voir sur les index ou les scalpect index au niveau du sentiment. C'est juste vous, comment vous vous sentez. Voilà, en fait, c'est par rapport à vos propres certitudes. Bah, moi, personnellement, ouais, j'ai bien envie de croire que ça va partir en bas, quoi. Et bizarrement, ça ne part pas en bas. Et ça fait plusieurs jours que ça ne veut pas partir en bas. Évidemment, il n'y a pas de news. Et les invalidations, ce sont les news. Si c'est une super news, bah, c'est juste formidable. On pourrait éventuellement réagir. Et en parlant de news, si vous voulez, eh ben, on a une super news tout à l'heure. C'est celle-ci. ETF Ethereum, ARK Invest et 21 Shares déposent la toute première demande d'un ETF sur ETH Spot, donc en coton aux États-Unis. C'est une super nouvelle. C'est génial. C'est bizarre d'ailleurs. Parce que c'est ni une security, ni une commodity. En fait, on ne sait pas trop ce que c'est Ethereum. En tout cas, il n'y a pas vraiment de cadre légal, juridique, clair, notamment aux États-Unis, comme pourrait nous le proposer Gary Gensler ou la SEC. En tout cas, lui aussi est aussi attentiste que nous. Mais c'est une super nouvelle. Si vous avez ce type de news ou en termes de dépôt, en fait, ils font quasiment un copier-coller de Bitcoin, puisqu'en fait, ils mettent exactement les mêmes éléments dedans, hein, les mêmes sécurités, les mêmes machins, la même ségrégation, la même tout ce que vous voulez. Et est-ce que Ethereum a bien réagi à cette news-là? Mais Ethereum, il l'a même pas vu passer, cette news-là. Pourtant, c'est une super news. Il s'est, mais alors, rien passé, en fait, sur Ethereum. On est toujours sur ce premier arrêt, dans une forme peut-être d'espèce de distribution ou de réaccumulation. On est peut-être toujours dans une accumulation, pas forcément réaccumulation, même si sur des très grandes timeframes, nous sommes dans de la réaccumulation par rapport au cycle précédent. Bah, il se passe strictement rien. Bon, bah, on a compris qu'il ne faut peut-être pas trop attendre les news au niveau des ETF, puisqu'aujourd'hui, tout est connu. Il n'y a pas de nouveauté, en fait. Et d'ailleurs, je vais vous faire cette réflexion-là. Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. C'est quoi la différence entre un ETF Bitcoin au comptant ou ETF Ethereum au comptant? D'un point de vue légal, d'un point de vue juridique, d'un point de vue cadre, si vous voulez, d'un point de vue... vous comprenez ce que je veux dire? Bah, en fait, il n'y en a pas. Hormis que Gary Gensler ou des personnalités, que ce soit politiques ou que ce soit de la SEC au niveau de ces institutions et de ces instances américaines, dit ce qui se rapproche le plus finalement d'une commodity, c'est Bitcoin, et ce qui se rapproche de plus d'une security, c'est toutes les crypto-monnaies. Bon, il y a eu un ICO sur Ethereum, mais aujourd'hui c'est décentralisé. En fait, il n'y a pas vraiment de différence entre un ETF Bitcoin et un ETF Ethereum. Ce qui en fait nous renvoie dans nos propres certitudes de dire que est-ce que c'était clairement une forme de FOMO, finalement, de surjouer ou peut-être de surjouer les ETF Bitcoin au comptant qui ont été déposés? Très probablement. Et d'ailleurs, on le voit bien, le marché n'a clairement pas vraiment bien réagi. On est resté sur une forme de latéralisation, puisque les propositions et les dépôts au niveau des ETF, ils sont arrivés par là.
même un peu plus tard. Enfin, en fait, ça n'a strictement rien fait, quoi. Les BlackRock, les machins, les trucs, ça a juste permis peut-être un petit peu de distribuer pour des gros portefeuilles qui ont la même idée que nous, c'est d'acheter tout simplement moins cher. Posez-vous cette question, reprenez un petit peu l'historique des événements, et en fait, on se rend bien compte que ces dépôts d'ETF, on peut parler de FUD finalement, ou en tout cas cette excitation, c'est quand même plus joli, cette excitation autour des ETF et des dépôts d'ETF des plus gros fonds d'investissement, bah en fait, Bitcoin l'a pris sans vraiment le prendre finalement. On n'a pas fait un décalage du prix, on a rangé, on continue à ranger, ni plus ni moins. Après oui, il y a des objectifs de prix, on en a parlé sur les précédentes vidéos, et puis j'ai pas envie de m'attarder là-dessus, mais vous comprenez bien que d'un point de vue psychologique, même s'il y a une forme de consensus assez clair aujourd'hui et une forme de, de, de planitude entre les boules et les bears, bah, si on est trop bear en bas de range, bah, ça risque pas de baisser, et si on est trop bull en haut de range, ça risque pas de monter. Toujours les mêmes certitudes. Ce qui n'influence absolument pas nos convictions, évidemment. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Deuxième chose, je réponds à la question de Lorenzo. J'ai adoré ta question, Lorenzo. Hello. Mais si tout le monde joue l'halving dans 6 mois, pourquoi c'est pas déjà pricé par le marché? Ou pourquoi c'est pas en train d'être pricé éventuellement par le marché? Belle soirée. Mais c'est une super question. En réalité, si on part du principe que les marchés en fait price de 6 à 9 mois, les décalages de prix ou les potentiels de hype ou tout ce que vous voulez. Le marché a toujours raison et le marché est toujours en avance par rapport à une prédictive. Bah, c'est super intéressant en fait ce qu'il nous dit. On peut regarder par rapport à l'halving, parce que oui, on est à peu près à 6 mois, 7 mois, donc j'avais dit 6 mois, mais on est plus près de 7 mois de l'halving, juste ici, donc on peut prendre 180 jours, ça ferait 6 mois exactement, on n'y est pas tout à fait encore, et il faut comprendre quelque chose, c'est que historiquement, reprenez cette image-là, mais les mois d'octobre sont très bullish pour Bitcoin et pour les cryptoactifs. Mois de septembre, c'est pas bullish, les mois d'octobre, c'est très bullish. Donc on va chercher la liquidité, on va chercher les derniers convaincus, entre guillemets, pour essayer de les faire capituler sur des ruptures baissières, mais sur des confirmations ou des invalidations haussières, sur des petits ranges, etc., par rapport à ces formes de flux. Et le mois d'octobre est plutôt très bon. On voit du 30%, on voit du 40%, et on voit des choses qui sont très belles au mois d'octobre, qui se reprendraient exactement 6 mois avant l'halving. Qu'on le veuille ou non, l'halving, en fait, est autorisateur. Maintenant, s'il n'y a pas de réaction, ce qui est d'ailleurs toujours arrivé précédemment, on va le regarder ensemble. S'il n'y a pas de réaction de marché par rapport à l'halving, ça veut bien dire et ça attestera que l'halving est devenu un non-événement, qui n'a plus en fait d'impact sur un décalage de prix vis-à-vis de Bitcoin sur une timeframe donnée. Et donc il faudra tout simplement à ce moment-là l'enlever finalement de nos plays. On ne pourra plus le jouer. Même si c'est déjà un petit peu ouf de le jouer finalement, c'est ce trick d'halving. Mais comme c'est autoréalisateur et que tout le monde commence à frétiller, c'est assez excitant pour ceux qui y sont déjà, ce qui finalement est relativement maigre aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut toujours se rappeler, c'est qu'on est très peu nombreux sur ce marché, mais on a tendance en fait à le pricer dans le passé. Regardez ça, je vous remonte par rapport aux halvings, 6 mois avant l'halving, vous aviez bien eu en fait ici le pricing de l'halving, juste là. Après il y a eu le crack Covid, mais vous comprenez bien que s'il n'y avait pas eu le crack Covid, bah, en fait on aurait pu faire un truc comme ça, et donc on aurait bien pricé l'halving quelques mois en amont. Hein, vraiment, 6 mois en avant, on était ici 6 mois en avant. Vous voyez un petit peu le truc? Les gens peut-être un petit peu trop chauds encore. On était beaucoup plus chaud ici qu'on ne l'est aujourd'hui. C'est assez fou. C'est pour ça que j'ai du mal à penser qu'on peut aller casser les lots, etc. Bon bref, mais ça peut arriver. Hein. Je ne connais clairement pas l'avenir et ce serait pour moi une opportunité. La même chose ici. Si on prenait 6 mois avant l'halving, à peu près, bah, on l'a bien pressé en fait cet halving. Alors il y avait très peu de gros portefeuilles, etc. Hein, on va pas se mentir. Mais finalement, c'était déjà en fait quelque chose de connu. Vous voyez qu'on l'a bien pressé, on avait bien swing la valeur. Bah, ça peut faire exactement la même chose dans une forme de latéralisation et de laisser en fait mourir les gens par le temps, surtout ceux qui sont actuellement à levier, avec une forme de dépression. Mais on peut faire des dépressions sur des niveaux de valeur qui sont plus hauts que ce qu'on peut en fait imaginer. Tout simplement, on n'est pas obligé de latéraliser sur les 20 000 $, on peut très bien latéraliser entre les 25 et les 30 000 $ pendant les 6 prochains mois. Avec une forme de montée douce, lente, un petit peu dépressive finalement, qui va jusqu'à l'halving pour pricer l'halving. Et on pourra dire, bah si, on a pricé l'halving, et puis après, hop, on peut aller faire des choses qui sont extrêmement intéressantes. Le prix n'est pas obligé de faire quelque chose. Le marché fait strictement ce qu'il veut. Si vous pensez que ça doit aller là-bas, c'est pas forcément la bonne approche. En revanche, si ça doit y aller, et si ça y va, ça veut dire que c'est rentable pour le marché. Tout simplement.
Et ce que je vois, et ce que je lis, et ce que je comprends, et ce que je déduis, juste avec une forme de bon sens, c'est que j'ai bien l'impression qu'on est juste un tout petit peu trop baissier sur ce premier arrêt, qui, jusqu'à preuve du contraire, fait un magnifique office de support ici, et c'est juste formidable d'aller le chercher. Et tout le monde attend cette poche de liquidité ici. Personnellement, je la jouerai, mais que sur des réintégrations. C'est toujours la même chose au niveau de wake-off. Hein, on joue toujours les réintégrations. Pourquoi? Parce que si c'est réellement baissier, on n'observe pas de réintégration. Au même titre que si c'est réellement haussier, on n'observe pas de réintégration. Ça, c'est clairement considéré comme un UTAD ici. La réintégration du range précédent. Si c'est haussier, on est en expansion et on va chercher beaucoup plus haut. Voilà pour ma didactique. J'espère que je vous ai aidé. Mais je n'exclus clairement pas ce type de biais, pour être tout à fait honnête avec vous. Pourquoi? Parce que je ne le vois pas, on n'est pas en dessous. En revanche, si on commence à casser en dessous, là je vois mon petit triangle au niveau du BELPS, si on commence à faire quelque chose comme ça, voilà, à ce moment-là je me dis ok, on a accepté en dessous, maintenant on va jouer de l'accélération sur des ratios de 1 pour 1. Ratio de 1 pour 1, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé, j'efface tout, et on reprendra cette charte pour de nouveaux exercices techniques. Je voulais vous parler aussi d'un petit truc, c'était en 2022, on en parlait beaucoup puisque les marchés étaient plutôt enclins, mais une fois encore très incertains. C'est assez intéressant en fait ce qui s'est passé sur les marchés financiers en 2022. C'est que on était émotionnellement très baissier, le Covid, les confinements, etc. Il y avait beaucoup de monde sur Oud, il y avait beaucoup de monde sur Reddit qui essaie de péter les dents à des investisseurs à levier de vente, des vendeurs à découvert. Ça a plutôt bien marché, notamment sur GameStop. Et il y avait en fait des IPO qui étaient prévus à ce moment-là pour lever beaucoup d'argent. Ce sont les meilleures configurations de marché pour lever de l'argent. C'est quand tout est boule, qu'il y a de la liquidité quasiment infinie. Et on va parler de Reddit, on va parler de Discord, on va parler de Stripe, on va parler de TikTok. En fait, toutes ces entreprises-là avaient prévu des IPO de façon relativement élevée en termes de chances de pouvoir les observer, un petit peu à l'image de Coinbase, et finalement, elles n'ont pas eu lieu. Donc, ils l'ont repoussé en 2023. Et en fait, en 2023, on est déjà au mois de septembre 2023, donc l'année est quand même relativement bien entamée, et on les voit toujours pas, parce qu'en fait, en forme d'incertitude, vous avez compris que quand vous aurez en fait des boîtes qui ont repoussé toutes leurs IPO, toutes leurs introductions en bourse, on a parlé d'ailleurs hier avec les académiciens de ARM, c'est très intéressant d'ailleurs, et partez du principe qu'ils le feront au meilleur moment, mais pas pour nous, pour eux. D'ailleurs, Stripe a relevé de l'argent sur une valorisation inférieure à ce qu'ils avaient levé en fait 2 ans auparavant en 2021. Et ouais, c'est intéressant. Ils avaient levé quasiment 600 millions de dollars en 2021. Ils refont une levée de fonds aujourd'hui bien plus importante avec une valorisation inférieure. Étonnant, hein? Alors que Stripe, c'est quand même un outil, une fintech qui fonctionne très très bien, un système de paiement qui fonctionne extrêmement bien. Voilà. Donc vous avez bien compris que tous ces gens-là sont dans les starting blocks, ils lèvent de l'argent avec des investisseurs et des VC historiques qui vont donc capturer 90% de la valeur, et quand ces boîtes-là vont être introduites en bourse, on n'y va pas. On attendra les moins 50%, moins 70%, un petit peu à l'image de Zoom, un petit peu à l'image de tout ce que vous voulez, à l'image de PayPal, à l'image de Facebook à l'époque lors de son introduction en 2012, à l'image d'absolument tout. Et c'est exactement le même narratif que je porterai pour ARM. J'attendrai une douille et une latéralisation, une consolidation, une accumulation et YOLO. Bah oui, parce que les VC, il faut bien qu'ils prennent leur profit, bien évidemment. C'est toujours la même chose. J'espère que je vous ai aidé là-dessus. On fait une dernière toute petite chose. Je pense qu'on a la news juste là. C'est pétrole Brent. Pourquoi l'Arabie Saoudite a tant besoin du prix du pétrole élevé? Il y a 2 narratifs. Le premier, c'est que ils investissent, ou en tout cas, ils récupèrent de l'argent toujours par rapport à son plan de après-pétrole. Ils ont tout à fait raison de le faire pour les investissements, leurs grands investissements, etc. Qu'ils soient justifiés, injustifiés, écologiquement viables ou économiquement bancal. Peu importe. Ils ont besoin de cet argent-là, ils ont besoin d'avoir un cours du pétrole élevé pour pouvoir financer leur futur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils sont en train en fait de réduire, c'est vraiment un double effet qui se coule, et c'est plutôt bien mené, même si ça ne nous plaît pas trop au prix à la pompe, mais c'est plutôt bien mené parce qu'on vient de redépasser les 90 $ au niveau du coût du baril. Avec la Russie, ils se sont entendus pour rebaisser encore d'1 million de barils, donc on était passé de 12 à 11, de 11 à 10, et maintenant on est passé de 10 à 9 pour l'Arabie Saoudite au niveau de la production journalière. Donc on réduit finalement au niveau de la production de pétrole pour l'Arabie Saoudite, et pareil pour la Russie, ils ont décidé aussi de réduire. Très très bien, mais il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. Ce qui mécaniquement fait augmenter doucement les cours, mais ne rattrape pas la baisse, si vous voulez, au niveau du manque à gagner pour l'Arabie Saoudite. Donc, si ils ont besoin d'argent, qui réduisent le nombre de barils jour,
et que en fait la hausse du prix du baril ne compense pas en vue d'un avenir incertain, d'une possible récession en Europe, aux États-Unis, en Chine, avec une forme de stagflation, etc. C'est pas très bullish l'histoire. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je crois que je l'ai retrouvé dans cet article. Pour une fois, c'est plutôt intéressant. C'est qu'ils tentent de liquider les stocks mondiaux. Ben oui, en fait, c'est un coup, c'est très finement joué pour la principauté, pour le prince. Pourquoi? Parce que si vous avez en fait eu un problème d'inflation, est-ce que ça, vous pouvez le faire en fait 3 ans avant? Non, vous pouvez pas le faire 3 ans avant parce qu'il y avait une inflation à 0, voire à 0,1, voire à 0,2, voire à 0,3. Donc, il n'y a pas besoin, entre guillemets, d'aller chercher nos stocks. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais maintenant, comme on a une inflation élevée aux États-Unis, une inflation élevée en Europe, pour essayer de compenser cette difficulté sociale, possiblement pour éviter des fractures sociales, par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à tout ça, et ben on va puiser dans nos stocks et on est en train de réduire les stocks. Et c'est exactement ce qu'on voit depuis plus d'1 an maintenant au niveau des États-Unis. Ils tapent dans leurs stocks comme jamais. Et d'ailleurs aujourd'hui, vous aurez en fait les stocks au niveau du pétrole productif, je ne sais plus ce que c'est. Non, c'était hier, stock hebdomadaire de brut API, voilà ici, moins 5 millions, alors que le consensus avait dit moins 1 million. En fait, on tape très fort, les Américains tapent très fort dans leur stock, et il y a des records en fait de liquidation de stock ici. C'est assez dingue, hein. C'est le record inouï, en fait. On tape dans les stocks. Pourquoi faire? Pour conserver un prix bas et pour ne pas, en fait, augmenter la demande sur le marché vis-à-vis du cours du pétrole. On tape dans nos stocks. Et c'est super malin, en fait, par rapport à l'Arabie Saoudite. Ça va faire quoi, finalement, cette histoire-là? Ça va faire qu'à un moment donné, ils vont réellement avoir besoin de re-remplir les stocks. La question à savoir, c'est est-ce que tout le monde va le faire d'un coup et qu'on va avoir ce fameux prix du pétrole à 180 $, 300 $? Eh bien, honnêtement, ça ne s'exclut pas. Ça ne s'exclut pas si on évite la récession. C'est quand même incroyable, hein. Si on évite la récession, comprenez-le comme ça, et c'est la moralité de cette vidéo, si on évite la récession, on aura donc besoin d'énergie. Si on a besoin d'énergie et qu'on n'a plus de stock, il faudra bien réapprovisionner nos stocks. Mais si on réapprovisionne nos stocks alors que tout le monde veut réapprovisionner nos stocks parce que il y a une demande et il n'y a pas de récession, donc en croissance, ça veut dire que les prix du pétrole vont très fortement augmenter. Et à ce moment-là, ce sera un jeu politique pour re-augmenter au niveau de la production de l'OPEP. Si cette fois-ci, il y a une récession, eh ben, le prix du pétrole va baisser, l'inflation va automatiquement baisser également, puisque s'il y a moins de demandes au niveau du brut, ils ne vont pas finir par 5 millions, parce qu'à un moment donné, ils vont finir par faire la guerre. Mais vous comprenez bien que dans ce jeu qui a somme non nulle, le fait qu'il y ait une récession sera bon pour l'inflation, sera bon pour en fait le marché des hydrocarbures, et sera probablement équilibré par rapport à la principauté, par rapport au royaume de l'Arabie Saoudite. Que du bon sens. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'on comprend de plus en plus que notamment Powell veut une récession, veut une augmentation du chômage, car c'est clairement ça qui va faire baisser l'inflation. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, si on continue à avoir une croissance forte, un chômage bas, avec une inflation même haute, eh ben, il y aura donc toujours de la croissance, donc toujours une demande prépondérante par rapport au baril, au Brent, hein, et au gaz également. Donc vraiment, ça ne nous aide pas au niveau de ces conflits aux portes de l'Europe, mais comprenez-le comme ça, c'est que on aura de toute manière des difficultés au niveau inflationniste et au niveau du pouvoir d'achat pour pouvoir en fait retrouver un prix du baril et ne pas avoir de fracture sociale. Donc récession égale peut-être bon finalement pour toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, moi le premier, tous les Français, tous les Européens, etc. Et on va finir par peut-être s'en convaincre. Donc il faut faire très attention à ça. Si la récession devient bonne, il y aura probablement un décalage au niveau des prix et des estimations de bénéfices vis-à-vis des marchés financiers. Actuellement, je ne le vois pas. Actuellement, je ne peux pas le jouer puisque je ne le vois pas. Je ne fais que mais je n'ai même pas envie de prédire. Je ne ferai que l'anticiper finalement. Et je ne peux pas anticiper quelque chose que je ne vois pas. C'est juste pas possible. C'est finalement pas rationnel. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. J'espère que je vous ai aidé à essayer de décortiquer un petit peu ce qui est en train de se tramer. C'est clairement quelque chose, encore une fois, de très personnel. Mais je ne pense pas être très éloigné de la vérité. Voilà pour ça. Donc j'espère que ça pourra vous aider. On refera cet exercice-là si vous voulez un peu plus rentrer dans le détail lors du live de demain avec grand plaisir. Et sinon mettez-les moi en commentaire et on essaye d'en débattre ou rendez-vous sur le Discord avec grand plaisir d'en discuter avec vous. Ciao!